Nous allons reprendre avec un peu de retard, c'est-à-dire que nous revenons. Oui, en bon. Excusez-nous du retard, il y avait des petits problèmes techniques à régler, mais nous revenons à nos fondamentaux, c'est-à-dire des retards productifs, et nous allons aussi faire preuve de flexibilité en ayant une petite inversion dans le programme. Après avoir écouté les interventions qui étaient programmées, celles de Paul Collier, Sir Paul, pour ce matin et celle de Massoud Ahmed pour cet après-midi, il semblait que le contenu était plus adapté une fois interverti. Donc nous allons entendre juste le message assez bref de Massoud, et puis nous entendrons le message de Paul cet après-midi, qui est un peu plus long, voilà, mais qui est évidemment très pertinent et qui fait écho à nos propos de ce matin. Alors, si vous voulez bien lancer la vidéo de Massoud Ahmed, qui est le président du Center for Global Development, qui est le modèle du think tank sur le développement, avec qui nous avons des relations très amicales, même si notre rôle est plus modeste et différent. Voilà. Massoud. Cher Patrick, chers collègues, tout d'abord, je voudrais vous transmettre mes félicitations pour ce 20e anniversaire de la Ferté. Je sais bien combien la réussite de la Ferté reflète votre vision, Patrick, les efforts intellectuels de vos collaborateurs et le soutien de vos actionnaires. Bravo. Permettez-moi maintenant de passer au sujet dont vous m'avez parlé de dire quelques mots. Et ça, je vais le faire en anglais, si vous me permettez. The question for me is that as our understanding of what constitutes global development and global challenges has broadened and evolved, so also has the nature of development financing. But the one part of development financing which we focus on, which the publics in rich countries focus on the most, which we report on diligently, is ODA, Official Development Assistance. Now, ODA has a very important role in the whole scheme of development financing, but it is not at all suited to deal with all the challenges, and our attempts to increasingly fit the different purposes for which we provide official money into the accounting framework of ODA is making the concept less and less reliable as a measure of development effectiveness, and also it is creating a problem of trust, an erosion of trust, because the numbers that are reported are numbers that do not, for many people, reflect the original purposes for which ODA was envisaged. Now, I believe increasingly that the way to deal with this growing anomaly is to step back and think about why it is that we use public financing, what are the purposes for which we do it, and then to justify these purposes in their own right, because they are purposes for which it is important to now invest, either because of solidarity
or because these are global challenges that will affect us all and they need public financing, or because we need to use these financing for humanitarian needs or to deal with refugees in rich countries. And then the discussion should move to how to ensure that for each of these purposes, we are using the right metrics for measurement, and even more importantly, the right methodology for ensuring effective use. My concern and my worry, if you like, today is that for a lot of the newer purposes for which we are now deploying official resources, whether it's climate finance or other areas, we have not yet developed the methodology that we have over many decades developed for our work in development financing. We have not yet developed the methodology for ensuring the most effective outcomes for the resources that are deployed. We do not yet have agreement on how to measure what is the amount of financing that is being provided, what are the results of this financing. We don't yet have common norms and metrics for even looking at outcomes. And the net result of all of this is that there is a real risk that the funding that we deploy will not generate the kinds of results that we expect of it, and that a few years down the road, there will be a backlash because people see that some of this public money has not been used well. I think we can prevent that, but we need to do the kind of research and the kind of public policy engagement that FEFDI, that the Center for Global Development, that other international think tanks and research institutions can do to help accelerate and close the gap between the financing of multiple international objectives and the results that we expect of them. I hope that you will be able to take this concern into account in the discussions that you now have. Once again, my congratulations to you and my great thanks for allowing me to contribute to this important discussion. Sujet que maintenant tu vas le présenter, Patrick, de manière plus structurée encore. Peut-être structuré, mais j'espère que le temps limité qui passe ne va pas déstructurer mon propos, mais je vais le faire un peu incisif pour justement créer le débat. Mon propos repose en fait sur des travaux qui ont été faits à la FERDI au cours de l'année passée. Je me réfère et je vous renvoie au site de la FERDI ou aux documents qui sont sur les présentoirs, les documents de Jean-Michel et Sylviane sur financement pourquoi, le mien sur pour qui, les travaux qu'on a fait sur l'allocation en fonction de la vulnérabilité qui a soulevé certains débats, et je vais en parler. Pour être incisif, je vais dire, il y a une sorte de paresse intellectuelle ou de convenance qui consiste à dire ah oui, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté, ça va de pair, il n'y a pas d'arbitrage, ça coïncide. Mais bien sûr que si, il y a un arbitrage. C'est trop confortable intellectuellement de dire qu'il n'y a pas d'arbitrage à opérer. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale de dire ce qui est consacré à la lutte contre la pauvreté ou l'aide au développement, on va dire cela comme ça, et puis ce qui est
doit être consacré aux biens publics mondiaux dans l'intérêt des pays du Nord eux-mêmes. Donc, je crois qu'il faut poser des problèmes, je dirais, dans leur réalité, parce que le sophisme, c'est que, bien sûr, la lutte contre le réchauffement climatique évitera que les pauvres, qui sont les plus vulnérables au changement climatique, soient pénalisés dans l'avenir. Mais il y a un problème d'arbitrage intertemporel entre la lutte contre la pauvreté aujourd'hui et puis la lutte contre la pauvreté qui va passer par le moindre réchauffement climatique dans le futur. Donc, premier point, il faut essayer que la communauté internationale soit un peu claire sur les ressources concessionnelles qui sont rares, qui vont être attribuées à chacune des finalités. Et si on ne le dit pas, on va rester un peu dans le méli-mélo, ce que j'appellerais le mistigris des 100 milliards. Allez, 100 milliards pour le climat, et puis 100 milliards pour la biodiversité, et puis 100 milliards pour ceci, d'ailleurs, qui se recoupent, et finalement, on se passe le mistigris des 100 milliards sans savoir exactement à quoi cela va servir. Si on accepte le principe qu'il faut des enveloppes distinctes à l'échelle internationale, pour, je dirais, la lutte contre la pauvreté ou le développement en général, le développement des pays, et puis les biens publics mondiaux, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse de la protection de la biodiversité ou de la stabilité financière. Peu importe, il y a des biens qui sont publics mondiaux, qui sont aussi des biens nationaux. C'est ce qui peut compliquer la situation. Mais si on a des enveloppes distinctes, il est évident qu'on doit avoir des modes d'allocation distincts. Il faut un mode d'allocation qui soit juste et efficace pour la lutte contre la pauvreté et pour, on va dire, pour faire bref, l'atténuation du changement climatique. Alors c'est compliqué parce que quand on a le changement climatique, on sait qu'il y a l'atténuation d'un côté, la mitigation de l'autre. L'atténuation d'un côté et l'adaptation de l'autre. L'adaptation converge vers le développement et la lutte contre la pauvreté, mais l'atténuation, c'est un bien public mondial et qui applique des modes d'allocation spécifiques. Alors, vous m'attendez évidemment sur la vulnérabilité. On a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité pour savoir dans quelle mesure la vulnérabilité devait être prise en compte dans ces modes d'allocation. Ce n'est pas la même chose si l'on parle de la lutte contre la pauvreté et si l'on parle de réchauffement climatique, en tout cas de l'atténuation. Parce que pour l'adaptation, évidemment, il faut prendre en compte la vulnérabilité. On a eu beaucoup de débats au cours de la préparation du sommet, pendant le sommet, après le sommet, grâce à un événement qu'on avait organisé à Marrakech avec Abdou Salam Bello, ici présent, directeur exécutif pour l'Afrique à la Banque mondiale, et Arnaud Busset, directeur exécutif du côté français, sur comment on va pousser cette idée de vulnérabilité dans l'allocation. Et ceci avait été précédé d'un autre panel qu'on avait fait au sommet avec le président de l'Union africaine, que nous avons entendu ce matin, et nous avons des projets pour poursuivre cette discussion. Mais on a vu surgir au cours de ces débats des objections dont on pourra parler, et ce qui nous a amené à affiner le raisonnement pour s'assurer que dans l'aide au développement, ou dans la lutte contre la pauvreté, appelons-le comme on veut, la prise en compte de la vulnérabilité des pays ne serait pas défavorable aux pays les plus pauvres, qu'il fallait combiner le critère de revenu par tête et le critère de vulnérabilité. Alors là, on passe à un problème un tout petit peu plus technique, c'est de savoir quel est le mode d'allocation et quelle est la formule d'allocation. Et donc, on ne peut pas ne pas rentrer dans ce débat de la réforme de la formule habituelle des banques multilatérales, qui est la PBA, la Performance Based Allocation, qui, comme vous le savez, repose sur deux critères principaux, un critère de performance et un critère de revenu par tête. Le critère de performance étant dominant.
qui doit être réformé. On ne va pas discuter ici de la réforme du CPIA ou de la performance, mais il y a besoin de réflexion sur ce sujet, et pour la rendre plus conforme à la performance en matière macroéconomique, mais aussi environnementale, etc. Mais le point important, c'est de savoir comment le revenu par tête lui-même est mis en cause. Mais on peut remplacer le revenu par tête par un indice de développement humain qui inclut d'ailleurs le revenu par tête. Ce ne sont pas des questions très compliquées. Ce qui est plus discuté, c'est l'opportunité d'inclure un critère de vulnérabilité dans cette formule de PBA qui deviendrait une formule de PVBA, Performance and Vulnerability Based Allocation, et c'est ce que nous essayons de promouvoir. Ça a été long parce que nous avons soutenu cette idée depuis presque une dizaine d'années et ça n'a progressé que lentement. La chaise française a essayé de la faire passer à la BAD, pour le Fonds africain de développement et à AIDA, mais on voit comme un frémissement d'intérêt du côté des banques multilatérales maintenant pour essayer de prendre en compte cette idée. Et c'est là-dessus que j'aimerais que le panel réagisse sur ce principe de, comment dirais-je, de mode d'allocation, de critères d'allocation différents pour, on va dire, l'aide au développement, si on peut encore utiliser ce mot, ou la lutte contre la pauvreté, et puis le financement des biens publics mondiaux, je dirais en particulier la lutte contre le réchauffement climatique, l'atténuation. Et la vulnérabilité a son rôle dans le premier cas, pas nécessairement dans le second. Parce que dans le second cas, quand il s'agit de financement de l'atténuation, eh bien, l'allocation optimale pourrait être l'efficacité marginale des fonds, projet par projet, dans le réchauffement climatique. Mais comme ce sont des fonds concessionnels, il faut aussi tenir compte du revenu par tête. Donc, les critères traditionnels de revenu par tête ne seront pas éliminés dans cette allocation des fonds pour les biens publics mondiaux, pour l'atténuation, on va dire ici, alors que la vulnérabilité n'y a peut-être pas la place que l'on souhaite lui donner pour la lutte contre la pauvreté. Alors, un mot quand même sur la vulnérabilité. Il y a eu un grand débat au cours des dernières années sur la définition d'un indicateur de vulnérabilité. Le consensus qui s'est dégagé, c'est que un indice de vulnérabilité tel qu'il a été proposé, nous avons essayé de le proposer contribuer à l'indice du Commonwealth, à celui des Nations Unies. Ce n'est pas exactement ce que nous aurions voulu, mais enfin bref, ça a été dans la bonne direction. C'est un indice qui remplit 3 critères, d'être multidimensionnel, économique, environnemental et social. C'est un indice qui doit être universel pour pas être seulement pour dire que applicable aux petits États insulaires, mais de façon comparative pour l'allocation à l'ensemble des pays. Et puis surtout, le point le plus important, c'est que c'est un indice qui doit être structurel, qui doit reposer sur des composants et des indicateurs qui sont indépendants de la politique présente des pays pour éviter tout aléa moral et éviter que les pays aient intérêt à être vulnérables pour recevoir plus. C'est cet indice de vulnérabilité structurelle qui est proposé aujourd'hui pour l'allocation des fonds concessionnels multilatéraux, mais peut-être aussi, on en parle dans ce pays, en tout cas en termes d'éligibilité plus que d'allocation pour les fonds prioritaires. Alors, je crois que nous avons là suffisamment de points pour en débattre. Juste puisque nous avons la chance d'avoir M. Donnelier avec nous, on va présenter les panélistes, mais dans la distinction traditionnelle des fonds pour le réchauffement climatique, on a bien vu qu'il fallait mettre de côté, distinguer quand même assez séparément ce qui est destiné à l'atténuation et ce qui est destiné à l'adaptation. Il y a une troisième catégorie, peut-on dire, qui est les fonds de compensation.
Ce qui a été présenté comme la grande innovation après la COP numéro, je ne sais plus combien c'était, on en a que 28, oui, c'est la COP 28, c'était la création de loss and damages, les pertes et dommages. Alors les pertes et dommages, ça apparaît comme ça, a priori, comme un mode de compensation. Mais je pense qu'il faut le resituer dans le cadre général de l'adaptation, parce que on n'arrivera jamais à compenser même après toutes les ressources qui auront été levées. On n'arrivera jamais à compenser toutes les chutes. Et puis il y a d'autres instruments auprès du Fonds monétaire maintenant et des instruments traditionnels pour compenser les chutes, les effets de balance des paiements, de catastrophes naturelles ou d'autres événements exogènes. Mais on a besoin d'avoir une approche préventive. Et c'est là que, je dirais, l'introduction de la vulnérabilité dans les formules d'allocation devient importante, parce que c'est une façon d'agir préventivement sur la vulnérabilité des pays pour accroître la résilience et éviter qu'il y ait effectivement trop de chocs à compenser. Et donc, je crois qu'il y a un arbitrage important, et je ne sais pas vers quelle direction on s'oriente, mais il faut savoir si ce qui sera mobilisé pour les pertes et dommages pourra aussi être utilisé de façon préventive de ces chocs. Et évidemment, l'allocation préventive, c'est en fonction de la vulnérabilité structurelle. Et ici, on privilégiera peut-être la vulnérabilité physique au changement climatique plutôt que la vulnérabilité multidimensionnelle, mais on devra prendre en compte la vulnérabilité. Et si c'est purement compensatoire, évidemment, c'est en fonction de l'ampleur des chocs. Mais on sait que le coût de l'ampleur des chocs qui survient ex post est assez difficile à évaluer et probablement jamais à la hauteur des moyens qui seront mobilisés dans ce fonds de pertes et dommages, pour lequel, encore une fois, il y a d'autres instruments disponibles. Voilà, c'était juste pour introduire le débat et avoir vos réactions sur ces points un peu d'architecture. Et dans l'architecture, c'est un peu notre leitmotiv à la FERDI. C'est dans l'architecture, il n'y a pas seulement la mobilisation, il y a l'allocation. Et je crois que le débat précédent a bien montré le lien qu'il pouvait y avoir entre la mobilisation et l'allocation. On mobilisera d'autant mieux qu'on aura montré une allocation raisonnable. Merci. Merci Patrick, et je voulais d'abord commencer par te remercier de m'avoir confié la modération de ce débat qui illustre à la fois l'intérêt, les avantages comparatifs et l'influence de la FERDI, parce que sur l'allocation et sur l'allocation par la vulnérabilité, la voix de la FERDI a pesé depuis longtemps. Entre deux injonctions contradictoires que tu m'as données, c'est-à-dire celui de rattraper un peu le temps perdu et celui de présenter les panélistes, je vais, comme dans le précédent panel, éviter de présenter les panélistes parce qu'ils sont déjà bien connus, et pour leur céder presque tout de suite la parole. Et je voulais dire d'abord sur peut-être le point que tu as mis en valeur, qui est le fait que, et qui correspond tout à fait au thème global de cette conférence, qui est sortir de l'ombre un certain nombre de thèmes. Et comme tu l'as très bien dit, le thème de l'allocation, il est resté à l'ombre de cette paresse intellectuelle qui veut qu'on puisse aligner les objectifs de développement et les objectifs de satisfaction des biens publics mondiaux. Or, on voit bien que c'est facile dans le principe, mais dès qu'on va sur l'allocation, sur la priorisation, ça devient beaucoup plus difficile, et encore plus difficile quand on sait que l'identification des besoins montre des besoins considérables, qui sont bien inférieurs aux sommes qui sont sur la table. Alors tout, bien sûr, ne relève pas du financement public, mais le financement public a quand même besoin d'être là pour être catalysé. Et donc sur ce sujet vraiment clé
qui est de savoir comment on peut allouer à la fois l'aide publique au développement et la participation aux biens publics mondiaux, qui relève en plus d'une logique, me semble-t-il, de négociations différentes. Dans le bien public mondial, on est vraiment dans la cogestion. On ne peut pas être autrement que dans la cogestion. Et donc, l'argent qui est mis sur la table, c'est aussi pour arriver à un optimum global, ce qui n'est pas tout à fait la même logique que l'aide publique au développement. Et puis, comme le signalait Massoud Ahmed, on n'a pas non plus l'historique de développement de normes et de principes qui s'est fait sur le très long terme. Donc, je vais peut-être passer la parole tout de suite à Monsieur Bello, qui, sur ce sujet clé, et pour voir comment il le sort de l'ombre. Oui. Merci beaucoup et bonjour. Je pense que c'est difficile de rebondir aussi après tout ce qu'a dit le professeur Guillaumont sur le sujet de la vulnérabilité et puis sur les critères, les indicateurs. Mais je pense que c'est un sujet qui pour nous aussi est effectivement extrêmement important. Comme vous le savez, au niveau de la Banque mondiale, donc, nous avons enclenché le processus de réforme qu'on appelle l'évolution. La question, c'est quel type de banque de développement nous voulons pour les 50 prochaines années. Pas les dernières, mais les prochaines. Donc, je pense que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur l'architecture financière internationale, je dirais que les banques de développement font face à 3 types de tests. Le premier, c'est le test effectivement de l'identité. Quel est leur rôle, leur mission aujourd'hui sur l'agenda de développement et comment est-ce qu'ils répondent aux besoins multidimensionnels, variés et l'urgence aussi. Donc, le test de l'identité, mais il y a aussi le test de la légitimité aussi, c'est-à-dire quel est leur rôle aujourd'hui, comment est-ce qu'ils adressent ces problématiques, et enfin, le test de la performance. Et comment est-ce que dans les processus de réforme, notamment, on s'assure qu'il y a un résultat, une rapidité dans l'exécution, une innovation dans la définition des instruments, mais aussi comment on s'assure qu'il y a un accès aux ressources et au financement. Donc, dans le débat, l'agenda que nous discutons au sein du groupe La Banque mondiale, il y a 2 niveaux. Je dirais le premier niveau, c'est la mobilisation, augmenter les ressources pour les pays, donc ce qu'on appelle la plus grande banque, donc le processus de l'IDA, etc. Mais aussi de l'autre côté, il y a la question d'une meilleure banque. Donc comment est-ce qu'on ajuste, on améliore les instruments pour accélérer la mise en œuvre des programmes et des projets, rechercher du coup l'efficacité, les chocs de simplification, la redevabilité dans d'autres dimensions, mais aussi et surtout la question de l'impact. Et tout à l'heure, dans le débat précédent sur le panel, ces sujets sont bien ressortis. Donc pour faire le lien avec le sujet effectivement sur la vulnérabilité, effectivement quand on regarde les pays aujourd'hui, et c'est ressorti aussi ce matin, nous voyons les différentes crises auxquelles sont passés les pays. Donc la crise de la Covid-19, les crises géopolitiques, Russie-Ukraine aujourd'hui, toujours aujourd'hui, mais aussi ajoutées, couplées, multipliées par les crises au Moyen-Orient. Comment est-ce qu'ils ont perturbé l'accès, les chaînes de valeur, les chaînes logistiques mondiales, affecté notamment les chaînes d'approvisionnement en matière de sécurité alimentaire. Ce sont autant d'éléments, je dirais, qui touchent aussi à la fragilité et aussi à la vulnérabilité. La question climatique, prenez un pays comme Madagascar ces dernières années, jusqu'à 5% de son PIB est lié aux pertes liées au changement climatique, inondations et autres. Du coup, comment est-ce qu'on intègre ça dans des nouveaux mécanismes, donc identité, légitimité et performance, la question de la vulnérabilité dans l'équation de l'accès ou bien d'allocation des ressources, notamment dans le cadre de l'IDA. C'est une question qui est importante. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on ajuste effectivement une formule mathématique, sachant que ce matin, Londo disait justement que la question de l'équation, est-ce qu'elle reflète suffisamment la réalité de nos besoins, la réalité de la vie. Ça me rappelle peut-être juste une petite boutade pour faire aussi une citation, mais c'est Alan Turing qui avait cassé le code Enigma, qui disait qu'en fait, la vie est une équation différentielle et la mort est une condition aux limites. Donc,
aujourd'hui sur les questions d'équation, justement. Comment on s'assure que l'équation, la formule mathématique, éventuellement, qui va être mise en place, si on doit intégrer la question de la vulnérabilité, elle est suffisamment polynomiale, flexible, qui permette effectivement d'avoir une meilleure représentation au niveau des besoins sur la vulnérabilité, que ce soit les SIDS, donc les petits États insulaires en développement, mais aussi les États enclavés qui font face à d'autres problématiques, ou même les pays type Sahel, Corne de l'Afrique, Grand Lac, qui font face à des crises plutôt liées à des questions de fragilité, paix et sécurité, couplées aussi, bien sûr, aux questions de climat, de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Donc, je pense que ce sont ces éléments-là qu'il s'agit déjà de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer, mais aussi la discussion politique. Le professeur Guillemot a mentionné les initiatives portées par le Commonwealth, par les Nations Unies, etc. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un débat ouvert, franc, constructif, qui permette vraiment de sortir des querelles de chapelle, mais qui permettent surtout d'avoir un mécanisme qui reflète vraiment l'entièreté, autant que faire se peut, des besoins et du coup de l'allocation. Et je terminerai en disant, au-delà même de l'allocation, on doit aussi sortir un peu du mantra de la question de l'allocation. Au-delà de l'allocation, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que cela est mis en œuvre? Comment est-ce que les pays accèdent effectivement aux ressources qui vont être identifiées, fléchées ou pas, mais comment est-ce qu'ils accèdent à ces ressources? Dans beaucoup de cas, nous voyons des fonds verticaux où les pays ont du mal effectivement à accéder aux ressources qui ont été identifiées. Et le professeur Guillemot a très bien mentionné 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards, mais du coup, pour beaucoup, c'est 0 milliard ou c'est 0 francs. Donc, comment est-ce que cette capacité à mobiliser, mais à accéder à ces ressources va être développée? Quel mécanisme, d'une part? C'est ça la question de la performance. Et ensuite, comment est-ce que ces ressources vont être réellement exécutées, mises en œuvre avec... nous, on a un mantra au sein de la banque sur ça, enfin, au niveau de certains collègues du Conseil. Ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut du speed, la vitesse, du scale, de l'échelle et de l'impact. Merci. Merci beaucoup. Et donc, Jean-Christophe, tu vas peut-être répondre à cette question de savoir si les fonds verticaux sont vraiment la bonne réponse à l'allocation pour satisfaire et gérer les biens publics mondiaux. Et si oui, comment, au niveau de la mise en œuvre, ça peut s'intégrer avec ce que font, par exemple, les banques multilatérales de développement? Peut-être un peu vaste pour les quelques minutes que je vais consacrer. Juste un mot quand même, d'abord pour remercier Patrick et la Ferdi de l'invitation pour cette journée qui est passionnante. Mais pour répondre à ton point sur perte et préjudice, perte et dommages, pour dire que la France, et je parle sous le contrôle de William, te rejoint complètement sur l'idée de faire de ce fonds un outil de préparation et fatalement, du coup, marcher un peu sur les pieds d'adaptation, en réalité. Hein, on se garde bien de définir la différence, de distinguer les deux. Il y a de réalités politiques, mais la réalité sur le terrain est beaucoup plus mixte, bien sûr. Donc oui, c'est ce que la France va pousser dans le futur conseil d'administration de ce fonds. Et qui n'est pas encore lancé, mais qui va se réunir très 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 prochainement. Et on aura des débats sans doute assez agités là-dessus. Je vais vous dire pourquoi maintenant, en réalité, pour répondre du coup à la question de Bruno. D'abord, et c'est vraiment sur une perspective opérationnelle, et je vais me garder de rentrer dans la partie technique de la matière, et que je ne maîtrise pas. Mais d'abord, pour partager sans doute avec plusieurs d'entre vous le paradoxe qu'on n'a jamais eu autant de données d'informations pour justement évaluer la vulnérabilité. Là, il se trouve que dans les derniers mois, je me suis replongé dans le rapport du GIEC. On sait tout sur la vulnérabilité, État par État, voire même 100 km² par 100 km². Maintenant, si je comprends bien, la capacité qu'ont les experts à ramasser de l'information. Je ne mesure pas en revanche votre capacité à vous, économistes, à la récupérer et à la traduire. Ça, c'est peut-être une question...
c'est un débat. La Ferdi a mis depuis plusieurs années au point un indice de vulnérabilité physique au changement climatique. Et maintenant, ce que nous sommes, grâce à ces données multiples, on est en train de le décomposer en micro-territoires pour un pays. Donc on l'a fait déjà pour le Vietnam, et je crois qu'on est en train de le faire pour Madagascar, mais c'est une voie dans laquelle on est vraiment engagé. Excuse-moi. Non, mais donc c'est possible, et ça renforce ce paradoxe-là que ça existe, c'est possible à utiliser, mais ça ne l'est pas en réalité. Et ça ne l'est pas notamment dans les fonds verticaux, parce que quelle est la situation aujourd'hui ? Alors que beaucoup, dont la France, de pays membres de ces fonds, ont poussé un focus sur les pays les plus vulnérables, à quoi on arrive aujourd'hui ? Sur le Fonds vert pour le climat que j'ai coprésidé pendant 2 ans, ce qu'on a aujourd'hui, c'est en gros arriver à renégocier tous les 4 ans. C'est pas un truc structurel, c'est à renégocier tous les 4 ans avec l'ensemble du board que entre 60 et 70% des crédits dédiés à l'adaptation, donc qui sont que 50%, donc on est en gros à 35%, disons, des crédits totaux disponibles au Fonds vert, vont vers les PMA et les petites îles et les pays africains. On a ces trois focus pour se substituer à des notions de vulnérabilité. Au GEF, au Fonds pour l'environnement mondial, on a 36% de 80%, donc on a moins de 30% qui est dédié aux PMA et aux petites îles. Au nouveau fonds biodiversité, c'est à peu près pareil, on est à 39%, je crois, entre 35 et 39% dédiés aux PMA et aux petites îles. Et dans la discussion pertes et préjudices que tu mentionnais, Patrick, dans la discussion du comité traditionnel l'année dernière, ce que nous avons obtenu, une bataille assez difficile, c'est de dire qu'il va y avoir une allocation spécifique pour les PMA et les petites îles. Et ce niveau d'allocation, il va être tranché par le board dans les prochaines réunions du Conseil. Donc, la conclusion, c'est on n'y arrive pas, en réalité. Et la question, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Moi, je vois plusieurs raisons à ça. La première, elle est peut-être technique. Et certainement technique, tu l'as évoqué, il y a des progrès à faire qui doivent être faits en consensus dans l'ensemble du monde. Et je pense que c'est vraiment important que des structures comme la Ferdi prennent l'initiative d'essayer d'améliorer l'appréhension commune de ce qu'est la vulnérabilité relativement aux outils que l'on a. Et je vais y revenir en conclusion. Je ne veux pas être trop long, mais voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Derrière cette envie de toucher les vulnérables, dans les pays que je qualifierais de riches, donc les pays qui apportent des contributions dans ces fonds, il y a plusieurs tentations, en réalité. Vous l'avez évoqué dans votre présentation. Il y a cette envie d'être efficace. Et de ce point de vue-là, ça peut être assez compliqué et assez différent d'un outil à l'autre, en réalité. Tu parlais de l'efficacité de l'atténuation. C'est clair qu'il faut aller là où ça gagne le plus, en réalité. Si on veut vraiment atteindre rester dans les 1,5, il faut aller tout de suite au plus efficace, là où ça va, où le dollar investi aura le plus d'effet sur la baisse des émissions de CO2. Mais il y a aussi, sur la question des pertes et préjudices, ce qui nous intéresse à nous, pays et communauté internationale dans son ensemble, qui va devoir payer les coûts de ces événements climatiques, c'est qu'ils soient réduits au minimum, donc que la préparation soit bonne. Donc il faut investir dans les pays où le risque est tellement grand, en réalité, que ça va nous coûter très très cher, in fine, si on ne fait rien. Donc cette question-là, elle est un petit peu plus délicate, et évidemment, tout le monde est un petit peu tiré à hue et à dia là-dessus. Et puis là, il faut aussi avouer que certains sont là pour défendre leurs précarés. Et les vulnérables, pour eux, c'est ceux qui sont vulnérables parce que ça va leur amener des migrants, des problèmes, etc., etc. Et les deux n'étant pas liés aux migrants, mais il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver avec ces problèmes. Voilà. Donc il y a aussi parfois une petite confusion entretenue par les pays donateurs sur ce qu'ils veulent obtenir à travers la vulnérabilité. Et ça contribue à la troisième
troisième problème qui est celui du manque de confiance, auquel je suis confronté depuis 3 ans dans la gestion des fonds verticaux. C'est qu'il y a quand même une confiance qui est à reconstruire entre pays du Sud et pays du Nord. Et l'idée qu'on va amener au devant de la scène un critère technique de vulnérabilité pour régler ces affaires-là, ça ne passe pas facilement. Et ça se comprend de leur point de vue. La première, je veux dire, il y a des raisons vraiment dont on se rend compte quand on est dans la pratique à la fois de la négociation et de la gestion, sachant que, comme vous le savez sans doute, la mécanique de la négociation est importée dans la gestion des fonds verticaux. Ces fonds sont gérés non pas comme des fonds financiers, j'allais dire, classiques, mais comme des éléments avancés de la négociation climat. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut le savoir et comprendre que ça interfère pas mal avec l'idée qu'on va pouvoir faire ça de manière que l'on juge, nous, rationnelle. C'est pas vrai. Et honnêtement, quand on est G77 plus Chine, on n'a aucune envie de voir un critère supplémentaire venir diviser le camp G77. C'est tout aussi bête que ça, en réalité, et je peux le comprendre. Comme on n'a pas envie de voir un nouveau critère qui va s'imposer, en plus des critères géographiques, PMA, petites îles, dont on l'a vu, qui sont utilisés, excusez-moi du mot, mais un petit peu à tort et à travers, comme substitut à des notions de vulnérabilité. Si vous créez un nouveau groupe de pays vulnérables, c'est celui-là qui va être pris partout. Et ça, c'est une crainte qu'on peut comprendre, qu'il faut comprendre, je dirais. Voilà. Et je dirais juste un mot en conclusion. Ça veut dire que le premier point sur la technique, il doit être accompagné d'une réflexion sur comment cette technique va être utilisée, dans quel outil, avec quelle intention on veut le mettre. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire, en réalité. Il faut vraiment que la technique soit au service de la politique là-dessus. Politique de la communauté internationale. Comme tu l'as dit, Bruno, c'est une coopération sur les affaires des biens publics mondiaux. Donc il faut que ça soit partagé, évidemment. Et ça, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on n'y arrive pas encore beaucoup. Daouda, je te laisse tout de suite la parole. D'accord. Merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être je vais faire comme les autres, remercier Patrick et Laferdi pour m'avoir invité. Et en fait, ce qui est bien quand on parle en dernier, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler. Donc je peux juste dire que voilà, je m'associe à ce qui a été dit et je m'arrête là. Mais bon, je vais essayer de quand même centrer mon propos en 3 parties. La première partie, c'est de faire un peu l'état du contexte actuel, en fait, comment est-ce que cette allocation des fonds concessionnels est en train d'être faite et quelles en sont les limites. La deuxième partie, c'est essayer aussi de voir comment, en fait, on a besoin, en fait, d'une allocation des fonds concessionnels qui aussi prend en compte la dimension vulnérabilité et enfin aussi parler aussi des défis, en fait, auxquels on serait exposé en voulant faire ça. Première chose, je pense qu'en fait, Patrick l'a dit tout à l'heure dans son propos. Qu'est-ce qui est en train d'être fait en ce moment? Les banques multilatérales de développement font l'allocation des fonds concessionnels sur la base du PBA, du Performance Based Assessment. C'est-à-dire, sur la base de la performance des pays, on leur alloue en fait un niveau donné de fonds concessionnels. On peut faire une hypothèse comme quoi que malheureusement, le fait d'avoir cette approche qui a des limites peut avoir contribué à la situation qu'on voit dans certains pays africains, malheureusement, en termes de défis économiques auxquels ils sont confrontés. Pourquoi? Vous prenez en fait des pays, y compris certains pays du Sahel, qui ont été confrontés à en fait des chocs sécuritaires extrêmement importants. Donc ça, c'est une vulnérabilité au choc en fait sécuritaire qui a en fait affecté beaucoup de ces pays-là. Et malheureusement, ça s'est passé à un moment où l'architecture financière internationale n'apportait pas des solutions à ces pays pour que ces pays-là puissent, en plus de leurs ressources internes, disposer de ressources externes qui leur permettent de faire face à ces tensions, à ces chocs sécuritaires. Et qu'est-ce qu'on voit? Le résultat, on le voit maintenant. Deuxième chose, j'avais le privilège de participer en fait à un séminaire comme celui-là qui était aussi organisé par la FERDI à la Banque de France. Et je pense qu'il y avait en fait aussi sur le panel le sous-secrétaire des Nations Unies, Lee Junhua. Et qu'est-ce qu'il disait? Il estimait que en fait les pays les moins avancés recevaient environ 15% des financements mixtes. 15%. Et pourtant, lorsque vous voyez ces pays-là, ce sont les pays qui sont les plus vulnérables au choc, de toute forme que ce soit.
que ce soit des chocs internes, que ce soit les chocs internes, que ce soit les chocs en fait au changement climatique, etc. Et malheureusement, ces pays en fait ont du mal à avoir des ressources nécessaires pour pouvoir faire face à ces chocs-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, on a un système qui est basé sur l'allocation de fonds concessionnels basé sur la performance qui ne fonctionne pas, en tout cas, qui peut aider, mais qui n'est pas forcément performant. Et il faudrait vraiment voir qu'est-ce qui est le problème et comment est-ce qu'on peut relever le défi. Et à mon avis, ce plaidoyer que fait la FERDI pour que la dimension vulnérabilité soit ajoutée à la dimension performance est vraiment un plaidoyer excellent. Et ça, c'est mon deuxième point. Pourquoi? Pourquoi, en fait, on a besoin d'une allocation de fonds concessionnels qui soit aussi basée sur la vulnérabilité? Je peux en vous donner, en fait, au moins 3 raisons. La première, c'est que lorsqu'on voit la vulnérabilité, les recherches montrent qu'elle est très corrélée avec la pauvreté. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un pays en fait fait face à certaines vulnérabilités, plus ça a un impact sur la pauvreté et plus il y a une possibilité que ceux qui vivent en situation de pauvreté extrême en fait que le nombre augmente, aussi bien l'incidence de la pauvreté que la profondeur de la pauvreté. Donc ça, c'est vrai. C'est cette corrélation qui fait qu'il est important pour des banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale, la BAD, qui en fait ambitionne d'aider à réduire la pauvreté. Il est important qu'elles puissent prendre mieux en compte la dimension vulnérabilité. Ça, c'est un. On peut aussi dire que la vulnérabilité, et ça c'est mon deuxième point, est totalement et vraiment étroitement corrélée avec la question en fait de l'endettement. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir à ce qui a été dit. Il y a beaucoup de pays en Afrique, dans les Caraïbes, qui malheureusement ont vu leur indicateur d'endettement se détériorer, tout simplement parce qu'ils ont répondu à des chocs climatiques auxquels ils ont fait face. Donc en fait, tant qu'on n'a pas vraiment des systèmes d'allocation de fonds concessionnels qui prennent en compte cette dimension de cette corrélation en fait, entre la vulnérabilité et l'endettement, le chances, comme on dit en anglais, que la réponse de ces banques multilatérales de développement et de manière générale de l'architecture financière internationale va être malheureusement très limitée pour appuyer ces pays et les aider à faire face, en fait, à réduire le fardeau de la dette. Et troisième chose, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque vous parlez et ça je pense que William en a parlé tout à l'heure, il y a des progrès qui sont en train d'être faits lorsque, par exemple, on dit maintenant qu'il faudrait inclure dans les clauses, dans les contrats de dette, les clauses en fait, liées au choc climatique et autres. Ça, je pense que c'est une avancée qu'il convient de pousser. Lorsqu'on parle aussi en fait, de l'idée d'avoir en fait, des clauses contingentes au choc climatique, ça également, c'est des choses qu'il faut pousser. Et ça m'amène en fait au troisième point, en fait, c'est que, et ça je le dis après avoir réitéré le fait que vraiment la FERDI a bien raison qu'il faudrait trouver en fait un moyen de lier l'allocation des fonds concessionnels à la vulnérabilité. Mais je le dis en disant que, par exemple, ça, pour le faire, on va être confronté à des défis assez importants qu'il faudrait en fait relever. Le premier défi, je pense que c'est ce que disait tout à l'heure Bruno, la question, et Patrick, c'est la question de voir dans un contexte où des banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale sont appelées à aider à améliorer les biens publics mondiaux. Comment est-ce qu'on peut le faire tout en gardant à l'esprit la nécessité d'avoir une allocation basée sur la vulnérabilité? Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des biens publics mondiaux, on parle en fait de vulnérabilités qui ne sont pas propres à un pays. On parle de vulnérabilité à des chocs qui affectent plusieurs pays en même temps. Mais lorsqu'on parle de ces banques multilatérales de développement, elles ne font pas de contrats avec des régions, elles font des contrats avec des pays. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que, bien sûr, tout en prenant en compte la dimension régionale de la vulnérabilité, quand même aligner ça avec le fait que, en fait, c'est des allocations quand même qui sont faites à des pays et non pas à des régions. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous avez en fait une vulnérabilité à des chocs suprarégionaux, c'est-à-dire des chocs d'ordre suprarégional qui affectent plusieurs pays en même temps. Mais de l'autre côté, vous avez une allocation en fait, qui est faite pays par pays. Et donc, vraiment, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer d'associer. Deuxième chose, et je pense que c'est bien couvert par le terme de cette discussion, lorsqu'on parle d'allocation de fonds concessionnels, on veut aussi que cette allocation soit équitable. Donc, en fait, ça pose la question de l'allocation équitable d'un pays à l'autre.
Et ça, malheureusement, avec mon expérience que j'ai eue au FMI, où j'ai eu la chance, comme mon frère Abdou Salam, de représenter 23 pays africains, le problème qu'on voit, c'est que la plupart de ces institutions, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, en fait, ont encore des difficultés pour traiter de manière équitable les pays d'un pays à l'autre, entre les pays à faible revenu d'un côté, que ce soit les pays en fait à revenu intermédiaire de l'autre, et les pays avancés de l'autre. Donc en fait, lorsqu'on parle d'une allocation basée sur la vulnérabilité, le problème qui va aussi se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces institutions puissent traiter ces pays de la même manière, de manière équitable. Ça, ce n'est pas gagné, en tout cas, au moins sur la base de l'expérience qu'on a connue avec ces institutions. Donc c'est vraiment un problème important qu'il faudrait regarder. Et dernière chose, et je vais m'arrêter là, c'est, je pense que une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on parle de vulnérabilité, on parle de vulnérabilité multidimensionnelle. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent toucher la vulnérabilité. Patrick a parlé de la vulnérabilité économique, sociale ou environnementale. C'est pas facile de capter toutes ces diverses dimensions en un seul indice. Et c'est important quand même de le faire, mais c'est pas facile. Et bien sûr, on connaît ce que la FERDI a fait dans ce sens et qui a été endossé par les Nations Unies. Mais en fait, il y a toujours des difficultés en fait au niveau des conseils d'administration, qui représentent bien sûr des intérêts divers, des intérêts des pays développés, des intérêts des pays émergents, des pays en développement, pour se concerter sur des critères techniques de cette sorte. Ça me fait penser bien sûr en fait au CPII, ça me fait penser en fait à d'autres critères qu'on a du mal et qui retardent par exemple la réforme des quotes-parts au niveau du FMI et de la Banque mondiale. C'est tout ça, c'est parce qu'il y a vraiment une difficulté à s'accorder sur des principes, en tout cas sur des critères techniques, lorsque on est dans des institutions qui essaient de représenter en fait des intérêts divers et variés. Et dernière chose que je dois dire, et ça je pense que c'est extrêmement important, c'est que lorsqu'on veut aller dans le sens d'une allocation de fonds concessionnels basée en fonction de la vulnérabilité, il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on parle de vulnérabilité, on parle en fait de situations où les pays, lorsqu'ils sont frappés par des chocs concernés, ont besoin de ressources immédiatement et pas de manière, en tout cas plus tôt que plus tard. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça a une implication sur la conditionnalité des institutions concernées. Et ça, c'est extrêmement important de le garder à l'esprit. Lorsque un pays comme un pays sahélien fait face à un choc climatique ou bien à un désastre naturel et a besoin d'immédiatement de ressources, la dernière chose qu'il aimerait, c'est de voir en fait la Banque mondiale ou le FMI ou toute autre institution financière internationale ou banque multilatérale de développement imposer une conditionnalité qui puisse un peu retarder en fait l'accès à ces fonds concessionnels. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un principe important de ex-ante conditionnalité qui n'est pas forcément pertinent lorsqu'on parle de vulnérabilité et puis d'allocation de fonds concessionnels basés sur la vulnérabilité. Je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup Daouda, merci beaucoup Jean-Christophe, et je crois que vos propos ont tellement intéressé qu'elles vont susciter des réactions. Moi, j'étais particulièrement intéressé par ce que tu disais, que la Banque mondiale, par exemple, les banques multilatérales de développement, elles avaient une allocation par pays, un contrat par pays, des redevabilités par pays. Mais dans les biens publics mondiaux, par nature, au-delà même des régions, la redevabilité est mondiale. Et donc, c'est là toute la question. Est-ce que ce n'est pas plutôt des fonds verticaux qui, elles, ont cette redevabilité? Parce qu'avant tout, si ça devient une banque du climat, c'est redevable au niveau de la gestion des émissions et plus au niveau forcément de la gestion. Et donc, l'équité est plus la même dans ce domaine. Mais je crois que Abdou Salam voulait réagir sur ce point et donner des exemples concrets qu'on pouvait, au niveau de la Banque mondiale, concilier ces injonctions contradictoires. Oui, merci. Je ne voulais pas reprendre la parole une deuxième fois, mais effectivement, en écoutant, ça m'a rappelé, effectivement, pour donner un peu d'illustration sur donc l'allocation, le PBA dont on parle. Quand je regarde cette allocation dans certains de nos pays, en particulier les pays insulaires, je voudrais donner juste deux exemples. Vous prenez l'allocation PBA pour un pays comme Sao Tomé, allocation donc sur une période de 3 ans, 60 millions de dollars. Sao Tomé sur une période de 3 ans. Donc, expliquez-moi comment est-ce que vous pouvez avoir vraiment
un impact sur le développement avec une allocation de 60 millions de dollars. Ce matin, on a écouté le président de l'Union africaine, qui est le président de l'Union des Comores. L'allocation PBA d'un pays comme les Comores, 80 millions de dollars sur 3 ans. Les Comores reçoivent, bon an, mal an, chaque année, des transferts d'argent de sa diaspora qui est de l'ordre de 220 millions d'euros par an. Donc, ça montre un peu, je veux dire, les questions d'amplitude, mais aussi les questions d'impact sur ces institutions. Ce n'est pas pour blâmer, mais du coup, la méthode de calcul qui affecte effectivement l'allocation et du coup la capacité de mobilisation. Et en écoutant Daouda, effectivement, la question encore une fois de la célérité dans la mise en œuvre des opérations, surtout quand vous avez des chocs, elle est importante parce qu'aujourd'hui, justement, quand on regarde une bonne partie des pays que nous représentons, beaucoup sont dans des situations de risque de surendettement. Lorsqu'on fait les analyses sur la viabilité de la dette, beaucoup des pays sont vraiment sur l'échelle haute rouge sur justement la non-soutenabilité effectivement de leur dette. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ces différents chocs, climat, sécurité, pandémie et autres. Du coup, on recherche de l'argent souvent sur les marchés régionaux des capitaux. Les grandes banques, les grands pays relevant leur taux directeur, du coup, le profil de risque de ces pays augmente aussi et moins d'attractivité. On a eu des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui récemment ont été en incapacité de mobiliser d'ailleurs des financements sur les marchés régionaux des capitaux. Donc ça, c'est un problème. Et du coup, lorsque une année, j'ai eu un gouverneur, donc un ministre des Finances qui est venu me voir pendant les assemblées, l'année dernière, au mois d'avril, il me dit, bon, moi j'ai 3 objectifs aujourd'hui avec la Banque mondiale. Objectif numéro 1, appui budgétaire. Objectif numéro 2, et il le disait sans sourcil, appui budgétaire. Objectif numéro 3, appui budgétaire. C'était son seul objectif, je dirais. Bon, c'est un peu, ça peut paraître caricatural, mais ça montrait aussi le stress que les gouvernements ont sur l'accès, effectivement, aux liquidités pour adresser des problèmes immédiats d'urgence. Naturellement, l'urgence ne fait pas tout, ce sont des banques de développement. On doit mettre en place les mécanismes, effectivement, pour sortir de ces crises, tirer les enseignements, pour éviter que ces crises reviennent. Pour construire, c'est ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure. Effectivement, les négociations, notamment sur les fonds loss and damage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi le retour de certaines lignes de fracture, qu'on appelle le Grand Sud ou le Grand Nord. Il y a une question du climat de confiance dans ces négociations. Qui pollue le plus ? Qui paie le plus en termes de coûts sur les effets du changement climatique et qui doit mettre plus de ressources, effectivement, pour avoir ces mécanismes de compensation. Et enfin, encore une fois, la question qui se pose, c'est comment on s'assure que les pays accèdent rapidement, efficacement à ces ressources, d'une part, et comment est-ce qu'on arrive à les mettre en œuvre rapidement pour adresser les problématiques. Dernier exemple, un pays comme le Tchad, on a parlé du cadre commun sur la dette. Le service de la dette pour un pays comme le Tchad, autour de 50-55 millions de dollars par an. Il y a eu des inondations au Tchad il y a 1 an et demi à peu près. Le Tchad a demandé exactement, en termes d'allocation, 50 millions de dollars pour adresser la crise des inondations. Merci. Patrick ? Juste 3 remarques en réaction aux observations très stimulantes et pertinentes qui ont été faites. Daouda te posait le problème de l'équité. Alors, j'avais omis de le dire, les 3 raisons pour lesquelles nous poussons à la prise en compte de la vulnérabilité structurelle dans l'allocation, c'est d'abord une raison d'équité parce que la vulnérabilité structurelle est un handicap structurel au développement et que l'équité, c'est quoi ? Un peu sommaire, mais dire c'est des légalisations des chances. Donc, en allouant en fonction des handicaps structurels, on contribue à égalité des chances de développement entre les pays. L'autre objectif, c'est
d'efficacité. Effectivement, un des éléments importants, c'était de dire l'efficacité à long terme, c'est la prévention. Et donc, en allouant selon la vulnérabilité, on est efficace à terme. Et puis, troisièmement, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi la transparence. Si on a un bon critère de vulnérabilité, on peut aller vers la transparence et éviter toutes les exceptions qui ont été bricolées, on va dire, dans les banques multilatérales pour essayer de répondre à la question, les États fragiles, les petits États, etc. Qui répond un peu à la remarque de Jean-Christophe. Quand on veut pousser la vulnérabilité dans la répartition des fonds, c'est pas seulement pour une question d'éligibilité, mais aussi une question d'allocation. Il y a au fond deux approches. On va faire des catégories. PMA, c'est une catégorie qui est établie d'ailleurs en tenant compte de la vulnérabilité. Et donc, on ne va pas superposer une catégorie de pays vulnérables à la catégorie de PMA, ou, comme on veut le faire du côté français, compléter la catégorie PMA par des catégories de pays vulnérables qui ne sont pas dans les PMA. Et ce qui est le plus important, c'est, on l'a bien vu dans la préparation du sommet de Paris, c'est de faire prendre le mot éligibilité apparaissait, mais non pas le mot allocation. William, tu t'en souviens. Et c'est que c'est l'allocation continue en fonction d'un critère continu. Encore faut-il que ce critère puisse représenter les différentes catégories de vulnérabilité. Et c'est un peu tout l'effort qu'on a fait, conceptuel, un peu technique, pour que les trois dimensions, économiques, climatiques, on va dire, et sociopolitiques, soient prises en compte. Et donc, ça, c'est un peu technique, mais il faut que chaque pays a une vulnérabilité spécifique. La sécheresse ou l'élévation de la mer, c'est une chose, mais la violence, les attaques terroristes, c'est aussi une vulnérabilité. Et donc, cette fragilité politique, elle est très importante à prendre en compte. Donc, ce que nous avions proposé, c'est que ces trois dimensions ne soient pas agrégées avec une moyenne simple, mais en France, un peu dans la technique, mais c'est important politiquement, selon une moyenne quadratique qui donne le plus d'impact à l'indice de la partie de la vulnérabilité qui est la plus élevée. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait passer d'ailleurs à la fois au Commonwealth et aux Nations Unies. Non sans mal, mais c'est pas pour ça que ces indices sont parfaits. Loin de là, loin de là. Voilà. Et puis, pour terminer là-dessus, puisqu'on parle d'indices, je crois que ce qui est important, c'est qu'on arrive à un consensus sur un indice qui remplit un certain nombre de conditions d'universalité, que ce soit pas seulement un instrument pour le lobby, on va dire des petites îles ou de tel autre pays, mais que ce soit un indice qui puisse être utilisé universellement à cette condition de construction que je viens d'évoquer, et surtout que chaque utilisateur, chaque institution multilatérale ou chaque bailleur bilatéral puisse avoir son propre indice, mais qui remplisse ces conditions d'universalité, de multidimensionnalité et d'être structurel, vraiment pour éviter ce risque et cette critique d'aléa moral qu'on a très souvent entendu. Et je l'ai souvent dit aux gens des Nations Unies, ne vous faites pas d'illusions. N'imaginez pas que l'indice que vous allez sortir va être adopté tel quel par la Banque mondiale ou la Banque africaine. Surtout, la Banque mondiale ne va pas dire je vais prendre un indice des Nations Unies. Non, c'est pas possible. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un accord sur le principe de ce que doit être cet indice avec ces trois conditions que je viens d'évoquer. Voilà. Patrick, avant de passer à la salle, j'avais une question pour toi de clarification. On est bien d'accord que cet indice de vulnérabilité ne peut pas être appliqué pour l'allocation, en tout cas en théorie, de fonds qui sont liés à l'atténuation. Parce que là, les critères... voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et tu as raison de le répéter. Pour l'atténuation, le critère de base, c'est pas qu'il le rappelait tout à l'heure, c'est l'efficacité. Que chaque dollar investi soit le plus efficace pour... C'est Abdou Salam. On est bien d'accord là-dessus. Simplement, comme ce sont des fonds concessionnels et que c'est une ressource rare, ce critère d'efficacité marginale, on pourrait dire, bah oui,
on va mettre tous ces fonds concessionnels sur l'Inde ou pourquoi pas sur la Chine, mais il faut aussi tenir compte du revenu par tête, puisque ce sont des fonds concessionnels. Donc c'est un critère d'efficacité quand même pondéré ou dans une enveloppe qui pourra justement prendre en compte le niveau de pauvreté ou de revenu par tête pour les fonds concessionnels. Tu voulais réagir au sujet éligibilité versus allocation, qui est une très bonne remarque, Patrick, pour dire que c'est justement l'éligibilité qui est difficile à discuter entre nous, entre pays du Sud et pays du Nord, si je peux dire. Et la raison essentielle, c'est des raisons d'équité. Quel résultat? Je comprends ton point, Patrick, mais je pense que ça sera court dans la discussion. Il va falloir faire plus. Il va falloir dire un petit peu plus en termes d'équité, en quoi cette vulnérabilité est aussi porteuse d'équité. Et là, je vous rejoins complètement. C'est quand même une des grandes réserves de nos collègues du Sud dans cette discussion. Voilà. Ils ne rentrent pas dans l'éligibilité, mais ils veulent rentrer dans l'allocation. Et c'est pour ça que l'éligibilité, il n'y en a pas dans le fonds pertes et préjudices. Finalement, on en reste à une définition très vague, qui n'est pas opératoire, qui est la définition de Sharm el-Sheikh. Et en revanche, on va discuter de l'allocation. Et on va discuter aussi, ce qui est intéressant, parce que je ne l'ai pas entendu dire là jusqu'à présent, des capacités de réaction des pays. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de passer. J'ai été un peu surpris d'ailleurs de voir que les pays sont conscients de ça, que c'est pas pareil d'aider un pays qui est capable de réagir tout seul à un événement en fonction de son intensité, évidemment, et un pays qui a zéro capacité, et pas uniquement financière. Donc cette question de capacité, ça va nourrir pas mal les débats sur l'allocation, je pense, au sein du fonds pertes et préjudices. Mais les enjeux d'équité sont clés. Je me rends compte, j'ai oublié un sujet dans la partie ambiguïté des pays donateurs, si je peux dire, et ça n'a pas été évoqué lors de la table ronde précédente, alors que c'est un des éléments, à mon avis, clés sur les sources innovantes, c'est qu'on veut étendre la base contributive. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays développés, la France en premier, considèrent que la liste de 92, elle n'est pas relevante, elle n'est pas pertinente pour décider qui doit abonder ces fonds en fonction des sujets. Et les mécanismes innovants peuvent être une façon de faire contribuer des pays qui sont capables de contribuer, mais qui ne veulent pas apparaître comme disruptifs, si on peut dire, par rapport à la liste de 92. Et donc, scinder, plutôt, fragiliser le front G77. Je m'excuse de rentrer un petit peu dans la négociation, mais comme je vous le disais, c'est elle qui devient opératoire au niveau de la gestion de ces fonds. Donc il faut comprendre ça pour comprendre comment on peut être efficace dans la gestion de ces fonds. Et dernier mot, Bruno, quand même, parce que plusieurs personnes, dont vous et Patrick, ont parlé de compensation. C'est un mot qui n'existe pas aujourd'hui dans la négociation climatique. L'accord de Paris est clair là-dessus. Il n'y a pas de compensation des pertes et préjudices. Ce que l'accord de Paris dit, c'est qu'il va falloir aider, répondre aux conséquences des pertes et préjudices. Donc, préparer, minimiser et répondre aux pertes et préjudices, c'est les termes de l'accord de Paris. Mais on ne parle pas de compensation. Voilà. Merci. Bon, l'équité me conduit maintenant à allouer un peu de temps à la salle, si on a encore quelques minutes, Patrick, s'il y a des questions et des interventions. Je vois Pierre déjà là-haut. Merci. Je voudrais faire le lien entre ce que j'ai entendu et puis ce qu'a dit Massoud en ouverture, et en partie revenir sur ce que disait Patrick et vous tous sur la nécessité de différencier l'atténuation du reste. Mais j'ai l'impression que cette différenciation, elle est plus complexe que ça, parce qu'on est en train de regrouper tout un ensemble de financements du développement qui poursuivent en fait des objectifs différents. Il y a la réduction de la pauvreté, il y a la réaction aux chocs et aux catastrophes, il y a l'atténuation,
Il y a le développement en ce qui concerne l'adaptation, mais au-delà, la construction de capacité et tout cela. Et il me semble que sur chacune de ces dimensions, il faut avoir des critères d'allocation différents. Et vouloir avoir le même critère d'allocation pour tout sauf l'atténuation, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Donc j'aimerais voir la réaction du panel un peu là-dessus. Si on parle de la pauvreté, il me semble qu'on peut en effet garder un critère de revenu par tête et de vulnérabilité. Mais pour le reste, je ne suis pas sûr que le critère de revenu par tête soit pertinent. Une fois qu'on a évacué l'aspect solidarité lié à l'objectif de réduction de la pauvreté, l'aspect charité, pourrait-on dire, le reste n'est plus de la charité. Et donc, on va parler plutôt d'efficacité de l'intervention. Et là, le revenu par tête ne me semble pas nécessairement être un critère pertinent. Donc, j'aimerais beaucoup avoir la réaction du panel là-dessus. Peut-être on prend une autre question ou deux autres questions avant que le panel réponde. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Depuis hier, on écoute. D'abord, moi, je constate que la Ferry a fait un énorme pas. C'était pas comme ça, hein. Quand nous étions là, moi j'étais là il y a 25 ans, je crois que ce qu'on entend depuis hier, d'abord, on sent que les questions sont prises en charge. Ça, je crois que on ne peut que le saluer. La deuxième chose, c'est que moi, je vais parler en tant qu'ancien ministre du budget du Sénégal. Donc, c'est des choses concrètes vécues. L'efficacité, d'abord, au niveau international, tel que nous le vivons, l'impression qu'on a, c'est que, et je parle pour le continent africain, 1,4 milliard de personnes. Il y a une belle phrase qu'un Français, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, qui s'appelle Albert Schweitzer, c'était quelqu'un du nord de la France, l'Alsace-Lorraine, qui était basé en Gabon, Lambaréné, qui a eu aussi le prix Nobel, qui a dit une phrase formidable pour l'Afrique. Il était en pleine brousse. Il a assisté à la période où la monnaie est entrée dans la société africaine. C'était un pasteur protestant. C'est important, cette précision. Il a dit que la monnaie va changer la trajectoire historique du Sénégal, de l'ensemble du continent africain. En le disant, j'illustre ce que nous vivons en tant que continent. Quand j'ai quitté mon poste de ministre du budget, j'ai eu le temps, comme vous nous avez appris, à faire une rétrospective de l'histoire économique et financière de mon pays, mais également de l'ensemble des pays de la sous-région. J'ai vu, et ça on a essayé de le faire hier, qu'il y a des séquences décadaires, mais on montre clairement qu'il y a une sorte de corrélation entre la mise en place de l'aide et une trajectoire historique qui est matérialisée par une succession de crises, conditionnalités, réformes. Je me répète, crise, conditionnalité, réforme. C'est très important qu'on vous le dise. Ça veut dire que quelque part, l'aide a amené une séquence historique qui a fait que le développement n'est pas endogénéisé dans nos pays. Ça, c'est très important. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui a géré une économie. Bon, maintenant, si on le dit comme ça, la vulnérabilité, nous considérons que c'est inhérent à toutes les sociétés humaines. C'est ce que Schweitzer disait. C'est-à-dire que nous sommes un continent qui était en harmonie avec son environnement. Là où il était à Lambaréné, l'être humain était en harmonie. La vulnérabilité était résolue par le fait que l'être humain s'adaptait à son environnement, c'est tout. Bon, maintenant, moi, ce que je considère, c'est que, et on ne l'a pas suffisamment dit, monsieur Devarajans dit quelque chose que nous vivons en pratique. Nous avons l'impression que le système politico-économique mondial a atteint quelque part sa limite. Parce qu'il l'a dit excellemment bien hier, nous sentons et nous avons
le vécu qui montre que les marchés ne fonctionnent plus bien, les États ne fonctionnent plus bien. Donc nous mettons le doigt sur quelque chose dont on n'a pas suffisamment parlé ici, c'est que le système politico, la gouvernance mondiale a un problème. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que le système est bloqué. Maintenant, on a parlé de l'équité. Nous, on est raisonnable, hein, et réaliste. Les pays ne seront pas traités équitablement. Ce n'est pas possible. Les pays ont des intérêts. Il ne faut pas être naïf. Hein. Nous, on n'est pas... Moi, je viens de stations où on gouverne, on a en face de nous la communauté internationale. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne sera pas traité de la même manière. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu vous dire? M. Michel Dembélé a dit quelque chose d'important. Il a dit très rapidement. Il faut savoir qu'il y a une grosse vague qui vient en Afrique qui va tout bouleverser. C'est la démographie. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ces jeunes, ils ne comprennent rien du tout. Ils vont changer le continent africain. Ils vont avoir imposé des relations. Ce que vous voyez dans nos pays là, c'est des problèmes de conflit intergénérationnel. Hein. Ces jeunes, ils viennent, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien. Ça, ce qu'ils veulent, ils ne comprennent que ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils veulent transformer les sociétés. Et ça, c'est très bien que vous puissiez en tenir compte, parce que l'Afrique va changer. L'Afrique va changer bientôt. Il l'a dit peut-être avec des mots très diplomatiques. L'Afrique va changer. Dans les 10 années qui viennent, quelque chose va se passer en Afrique. Nous, on le vit au Sénégal, il ne faut rien comprendre. Et cela, ils ne comprennent pas la conditionnalité. Et comme je l'ai dit, quand on regarde les trajectoires historiques, la conditionnalité a changé la trajectoire et a instauré une séquence d'évolution de nos pays qui n'est pas à notre avantage. Bon, maintenant, la vulnérabilité, quelque part, ce que je fais passer comme message, c'est que même l'aide a amoindri la capacité des pays à se prendre en charge. C'est ça que ça a entraîné. Moi, j'ai été ministre du budget. J'ai dit une fois, moi, je préfère même qu'on stabilise le budget sur 5 ans. Et je peux gagner en efficacité. Vous allez voir, les indicateurs sociaux vont bouger. Mais on ne l'a pas accepté. Et c'est possible pourtant. On peut stabiliser, on peut même stabiliser le flux de l'aide et travailler maintenant sur l'efficience et l'efficacité. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je dis tout ça. C'est bien, parce que nous, on est venu aussi vous faire passer des messages qui puissent nous aider à changer la trajectoire de l'historique de l'Afrique. Si on ne le fait pas, c'est ça mon dernier mot, ça va s'imposer à nous. C'est ce que M. Michel Sidibé vous a dit. Peut-être qu'il n'a pas bien expliqué. C'est quelque chose qu'on vit. Et pour moi, ce n'est pas loin. C'est d'ici 2030. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très, très riche. Il y a une autre intervention, une autre question avant de redonner la parole au panel. Non, tout le monde est soucieux des contraintes horaires et du déjeuner. Donc peut-être en 1 minute pour chaque panéliste, en commençant par Daouda. Voilà. Merci beaucoup. Merci en fait pour ces réactions très instructives. Je vais être très bref en fait. À mon avis, il faut, et par nature je suis très pragmatique, donc je pense qu'il nous faut aussi être pragmatique sur ce sujet de comment baser l'allocation des fonds concessionnels sur la vulnérabilité. Je pense que Patrick l'a dit, il est peu probable qu'une institution comme la Banque mondiale ou les FMI prennent un indice qui est en fait développé par les Nations Unies pour les mettre dans leur formule d'allocation. Donc vraiment, il faut avoir une approche pragmatique. C'est quoi l'approche pragmatique? Moi, je pense que je parle de l'idée du fait qu'effectivement, il nous faut mieux tenir en compte la dimension vulnérabilité dans l'allocation des fonds concessionnels. Comment est-ce qu'on peut le faire dans l'état actuel de ces pays, de ces institutions telles que le FMI, la Banque mondiale et les autres? Peut-être il faut faire en sorte que ces institutions puissent répondre mieux en fait aux besoins des pays. Aux besoins. Je vous donne l'exemple du FMI par exemple. Le FMI en fait donne des financements sur la base des besoins en fait en balance des paiements. Ça c'est un besoin que les pays en fait évoquent en fait qu'on calcule et puis dont on peut avoir exactement une bonne idée. Donc si un pays en fait est vulnérable à certains chocs, en fait de cette vulnérabilité découle en fait un certain besoin. Si on transforme dans le cadre de la réforme des institutions internationales, des banques multilatérales de développement, si on transforme, on renforce la capacité à mieux répondre aux besoins, je pense que de manière indirecte, on répondra en fait à ce souci majeur qui est légitime, qui est de faire en sorte que ces institutions puissent mieux tenir en compte la dimension vulnérabilité. Et je vais dire pourquoi.
le problème auquel on fait face dans certaines institutions comme le FMI, c'est que, effectivement, c'est dans le statut du FMI, en fait, le FMI doit répondre aux besoins des pays en termes d'appui à la balance des paiements. Mais le problème, c'est que ce besoin, la capacité du FMI à répondre à ce besoin est contrainte par, en fait, le fait que la contribution du FMI est liée, en fait, à la quote-part de ces pays. Et quand on parle, comme l'a dit tout à l'heure Abdou Salam, on parle de pays comme les Comores ou des pays en fait à faible revenu, c'est des pays qui ont par définition des quotes-parts extrêmement en fait faibles. Donc en limitant ou en reliant l'assistance du FMI à cette, en fait, en le reliant à la quote-part, par nature, en fait, on limite sa capacité à répondre vraiment en fait, aux besoins de ces pays. Maintenant, il faut être réaliste. On sait que les ressources concessionnelles sont extrêmement limitées. On ne peut pas, bien sûr, donner en fait, des montants extrêmement importants en fait, à tous les pays parce qu'il y a quand même un besoin quand même, qui est limité. Mais c'est là où la réforme actuelle dont parlait tout à l'heure William est extrêmement importante. Il faut qu'elle soit extrêmement ambitieuse pour pouvoir mobiliser des centaines de milliards de dollars pour ces institutions, que ce soit les banques multilatérales de développement, que ce soit les FMI, pour qu'elles puissent mieux répondre en fait, aux besoins en, fait, en cours. Parce que quoi qu'on dise, et je vais terminer là, comme le disait tout au début en fait, Patrick, il y a quand même un arbitrage, qu'on le dise, qu'on l'accepte ou non, il y a un arbitrage lorsqu'on veut faire plus vers, en tout cas, les biens publics mondiaux ou le climat et en fait la pauvreté. Il y a des arbitrages parce qu'en fait, en le faisant, on donne plus de ressources en fait aux pays à faible à revenu intermédiaire et ça peut créer un effet d'éviction par rapport en fait aux ressources qu'on donne aux pays à faible revenu. Ça c'est quelque chose qui risque d'arriver si on ne libère pas en même temps beaucoup plus de ressources pour améliorer la capacité en fait de prêt de ces pays, de ces institutions. Merci. Très rapidement pour répondre à Pierre, je crains que tu aies raison, Pierre, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer le travail technique et sur la base de ce qui a été fait, il faut le continuer. Et il faut donner les bases de décision, d'orientation, d'allocation aux fonds verticaux en fonction de leur orientation politique, de la stratégie qui est reconnue. Et je suis un peu désolé de le dire, mais il y aura aussi une concurrence sur cette base-là. C'est-à-dire les donateurs qui veulent cibler la vulnérabilité, ils iront aussi à un moment donné vers les fonds qui vont cibler la vulnérabilité, ou vers les banques mondiales, ou vers les banques de développement qui vont cibler la vulnérabilité. Il y aura cet effet-là. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt si les choses n'avancent pas. Mais en même temps, les choses, à mon avis, peuvent avancer sur une base collégiale, là, au niveau de la gouvernance de ces différentes structures. Il faut l'ouvrir, il faut que ce soit des décisions partagées, reconnues. Quand on parle de critères aussi compliqués que ça ne peut pas se faire comme ça par une approche top-down. On est assez d'accord. Il va bien falloir qu'il y ait une discussion et une acceptabilité de ces critères de vulnérabilité. Et je dis ça tout en reconnaissant qu'il faut qu'on avance là-dessus. On n'a pas vraiment le choix. Bon, ayant pris la parole 2 fois déjà, donc je vais essayer d'être court et ne pas être celui qui vous empêche d'aller déjeuner. Mais très rapidement, je dirais sur les questions vulnérabilité, fonds verticaux, je pense que le rôle du politique, il est fondamental dans ces mécanismes-là, donc le rôle des États. Et il y a des exemples en fait qui ont montré que lorsque les pays sont clairs sur la direction qu'ils veulent voir les institutions prendre, il y a une évolution. Je vous donne un exemple très rapidement. À un moment donné, sur l'accès au financement pour les pays du Sahel qui faisaient face aux crises justement de la sécurité autour des années 2015, à ce moment-là, il y avait eu un débat qui a été porté, un argumentaire qui a été porté par les pays sahéliens pour accéder à des financements additionnels. Et comment est-ce que cet argumentaire a été porté ? À ce moment-là, il y avait justement cette fameuse formule mathématique qui disait, bon, comment est-ce qu'on catégorise les pays qui sont dans ce qu'on appelle une situation de fragilité ? Il y avait 2 critères, justement, donc l'indicateur de performance, le CPIA. Bon, je ne vais pas aller dans la technique, il fallait être en dessous d'un certain seuil, oui, 3,1 je crois, non. Donc il fallait être en dessous de ce seuil-là, et où
avoir une force de stabilisation des Nations Unies. Bon, à l'époque, un pays comme le Niger, qui faisait face à ces fragilités-là, du fait de l'incursion de groupes terroristes sur le territoire, mais qui avait un indice de performance qui était au-dessus justement de ce seuil, n'avait pas accès à ce financement. Donc la question qui a été posée, comment est-ce qu'on redéfinit cette base-là pour permettre, la cause, ce n'était pas le Niger particulièrement, mais un certain nombre de ces pays qui, du coup, avaient une bonne performance et qui avaient une autre performance sécuritaire, du coup, ils n'avaient pas de force des Nations Unies sur le territoire, étaient quelque part pénalisés. Et donc, dans les réformes qui ont suivi au niveau de Haïda, bon, il y a eu une phase pilote qui a été faite où on a mis le Niger, la Guinée, le Tadjikistan et notre pays pour voir un peu en phase pilote. Mais ensuite, ces clauses-là, ces deux indicateurs ont été enlevés de l'IDA et on a créé un guichet sur la fragilité pour les pays qui font face à ces crises type sécuritaire. Donc, c'est applicable, je dirais, bon, comparaison n'est pas raison, mais ça montre quand même, lorsque l'engagement politique, le plaidoyer est bien fléché, en principe, les partenaires aussi écoutent, parce qu'à la fin de la journée, ce sont des banques multilatérales de développement qui ont vocation à adresser les problèmes des pays en développement. Et dernier point, pour répondre aussi au point sur financement, pauvreté, fonds verticaux, etc. Nous, ce qu'on dit en tant qu'administrateur, c'est ça peut paraître ambitieux ou naïf, mais on ne veut pas qu'il y ait justement une forme de trade-off, donc d'arbitrage où on dit bon, on met les ressources sur l'IDA et du coup on ne met pas ça sur les fonds verticaux, ou à l'inverse, on met plus l'emphase sur les fonds verticaux et pas nécessairement sur la partie IDA. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est comment on s'assure on peut avoir une synergie, des mécanismes de cofinancement, une interopérabilité entre ces financements-là, sachant que beaucoup de ces fonds verticaux et ou fonds fiduciaires, justement, font l'objet aussi aujourd'hui d'un débat interne dans l'institution, du fait même de la multiplication d'un certain nombre de fonds qui augmente aussi, je dirais, le coût de transaction des pays pour accéder à ces ressources. Merci Abdou Salam. Avant de passer la parole à Patrick, je voulais faire juste une remarque en réponse à Daouda. Il y a une institution qui est précisément répond à la vulnérabilité et a comme principal critère, c'est le FMI. Parce que le FMI, il intervient en cas de crise de balance des paiements. Donc, c'est les pays vulnérables aux crises des balances des paiements et donc qui ont des vulnérabilités générales qui sont en effet les premiers clients du FMI. Et ce n'est pas par hasard que le FMI a été le plus réactif à la crise du Covid et finalement a apporté une part beaucoup plus importante qu'avant de ressources concessionnelles à l'Afrique au moment du Covid. Et ce n'est pas par hasard aussi que le FMI est en train de se développer en tant qu'institution de développement basée sur sa vocation originale, qui est une vocation de réponse à la vulnérabilité. Et il y a un critère, même s'il est très peu pondéré dans le calcul du quota, qui est un critère de vulnérabilité, qui est celui de la variabilité des flux de capitaux. Donc il y a la possibilité peut-être là-dessus d'avoir une institution qui donne le là en matière de prise en compte de la vulnérabilité. Non, je dis juste que je vous rejoins parfaitement. C'est ce que je dis. C'est que je dis si on apprend à faire en sorte que ces institutions puissent mieux prendre en compte la dimension, le besoin de ces pays, on prend en compte dans le même temps la vulnérabilité. Donc c'est la même chose, on dit la même chose. Je le disais de façon différente pour mieux le... Non, mais je ne veux pas vous remonter. Juste pour... je voulais dire ce que tu as dit et dire à Daouda, on a le cas du Fonds monétaire qui est très différent, où il y a ces codes-parts qui limitent l'accès. Mais au fond, le propos qu'on a tenu avec Abdou Salam, c'était vis-à-vis des banques multilatérales de développement, où là on a une formule et cette formule n'est pas adéquate. Et on a voulu la changer en mettant des fenêtres ultra-fragiles qui étaient basées sur le même critère de CPIA. Et donc, c'est un exemple que j'aime bien citer, tu l'as dit, c'est qu'au début vers
2012, les pays sahéliens, Mali, Niger inclus, avaient amélioré leur performance en passant au-dessus de 3,2 et donc ils n'avaient pas accès à cette fenêtre de fragilité. Donc il n'y avait aucune vision préventive. Et, hélas, hélas, on a vu le résultat. Et j'aimerais vous faire entendre, mais ce sera pour après le déjeuner, un propos de Paul Collier qui insiste sur cet aspect, ce manque de prévention par rapport et qui est au cœur de l'arbitrage entre dépenses de sécurité et dépenses de développement. Donc, je vous demande d'aller déjeuner très vite en courant de l'autre côté de la rue à l'Océania pour que nous soyons tous rentrés ici à 2h30 pour ne pas trop prendre de retard. Merci.